my pleasure to work with Dr. Potvin for several years now in the capacity of facilitating classes and education in Panama, where she does most of her field work. Her expertise is in mitigating climate change through the protection of tropical forests, but she'll talk a little bit about her work more on the international policy sector as a negotiator at the United Nations Climate Change Summits. She has personal experience in the capacity of the international community to address climate issues. As we've heard from all of our presenters, it's a very complex issue, and there's many stakeholders, both in the social justice as well as the economic sectors, that are inherently involved in the process and should be involved in the solution. So through Catherine, her experience in the international community, she can tell us about where we are right now at this very important moment in history, where there's more international momentum moving towards climate change, and she'll talk to us about what's happened right now in Peru and what we can look forward to in engaging in the solutions moving towards 2015 and in years to come. So without further ado, Catherine Potvin. Je m'excuse, mon écran était caché par un message. Je pense que Dominique avait demandé, tout le monde comprend le français? Oui, je peux continuer en français. Is there anybody that wouldn't understand? Don't be shy. Ça va? OK. Je suis dans une salle de cours que j'utilise d'habitude pour donner des cours. Alors, je suis habituée à parler ici en anglais aussi. Alors, j'ai trouvé que c'était un bon titre de Montréal à Paris pour essayer de faire comprendre un peu le processus des négociations climatiques. Et ma présentation va être en 2 points, en 2 moments. Alors, je vais vous parler de ce qui se passait à Lima. Les négociations ont fini vers 5 heures ce matin. Et je vais aussi ensuite vous présenter une initiative que je pilote depuis un petit bout de temps déjà et qui, j'espère, va nous aider à avancer. Si moi j'ai réussi à faire avancer l'ordinateur, ça va nous aider. OK, la petite flèche. OK, este? No, bueno, este. Este. OK. Alors, quand on parle des négociations climatiques, là, il faut toujours penser à 3 choses. Ici, au Québec, on a un amour sentimental très fort, un attachement au protocole de Kyoto, puis il y a eu quand même beaucoup de déceptions quand le Canada en est sorti. Ce qui faisait la force du protocole de Kyoto, c'était 3 chiffres. 1, c'est pas suffisant. Ne vous laissez pas embarquer par un chiffre. En science, on aime ça être précis. 3. Regardez ce qui est marqué sur l'écran. Les pays annexes 1, ça voulait dire les pays développés, les pays riches, les pays industrialisés s'engagent à réduire leurs émissions de 5%. Ça, c'est une intensité, la quantité de notre effort. À partir de 1990, c'est le chiffre qui nous dit qu'est-ce qu'on était, qu'est-ce qu'on pesait à ce moment-là. Puis on dit d'ici 2012, ça c'était le protocole de Kyoto. Alors ça nous disait pendant combien de temps? Fait que c'est un régime amaigrissant qui nous dit tu vas perdre 5 livres à partir du poids que tu avais quand tu avais 25 ans, puis tu vas être rendu là quand tu en auras 50. Okay? Ces 3 chiffres-là, c'est les 3 chiffres essentiels pour comprendre toute la rhétorique qui entoure les efforts que le Canada fait ou fait pas, ou que les autres pays font ou ne font pas. Donc, à Kyoto, dans le cadre du protocole de Kyoto, le Canada s'était engagé à réduire de moins 6% ses émissions à partir de 1990, et ce, en 2012. Puis c'était une ambition de réduction qui était similaire à celle de l'Union européenne, à celle du Japon. Eux s'étaient engagés à réduire de moins 8%. Okay? Donc, en fait, la force de Kyoto, ça avait été de prendre tous les grands pays industrialisés, puis de les faire avancer dans la même direction au niveau de leurs ambitions, tous, sauf un. Et ce sauf un-là, c'était les États-Unis. Si vous regardez sur la carte, les États-Unis en rouge, c'est le grand pays développé qui n'a jamais voulu rentrer dans le protocole de Kyoto, qui n'a jamais voulu dire
non, moi, je ne veux pas m'engager dans ces émissions, de ces réductions d'émissions-là. Alors, ça a été, cette carte-là est plus à date. Les couleurs ont changé. L'Australie fait maintenant partie du protocole de Kyoto. Mais le Canada, lui, en est sorti. On est le seul pays industrialisé à être officiellement sorti du protocole de Kyoto. Il y a d'autres pays, comme l'Australie et le Japon, qui ont dit on ne continuera pas, mais ils ont fini leur première période d'engagement. Vous savez ou vous ne savez pas que la première fois où le protocole de Kyoto s'est rencontré, c'était ici, à Montréal. Ben oui, on était les premiers là, à recevoir les pays dans le cadre, dans le cadre du protocole de Kyoto, donc en 2005. Et ce que le gouvernement canadien de l'époque a pensé, avec raison d'ailleurs, c'est de dire, bien, il y a quand même un problème dans ce protocole-là, parce que les États-Unis n'ont pas de réduction à faire, mais aussi la Chine, qui est un pays qui émet beaucoup, avec des circonstances extrêmement différentes cependant. Mais il faudra aussi que la Chine et les grands pays en voie de développement, le Brésil, la Chine, l'Inde, s'engagent à évoluer dans leurs émissions. Donc, à Montréal en 2005, on est en 2014, ça fait 9 ans, hein, on s'est dit, on va essayer d'avancer vers un régime climatique où il va y avoir tous les pays à table. Moi, je vais peut-être avoir besoin d'aide technique, là. Ça recommence. Donc, on va avoir un régime où tous les pays s'impliquent. Donc, à Montréal, en 2005, on s'était donné 4 ans pour arriver à une entente internationale pour remplacer le protocole de Kyoto, puis amener à la table de négociation tous les autres pays du monde. Et c'était la fameuse conférence de Copenhague en 2009, là, qui avait causé beaucoup, on en avait beaucoup parlé dans les médias. Alors, moi, j'ai mis cette photo-ci pour vous expliquer que si je suis passionnée par ce sujet-là et très préoccupée, c'est que j'ai eu la chance d'être négociatrice à la Convention des changements climatiques pendant 7 ans. Cette photo-là a été prise la nuit à Copenhague où le régime climatique s'est vraiment effondré et l'humanité, on a vraiment perdu une inouïe opportunité d'aller de l'avant. La prochaine fois, j'amène mon ordinateur plus tard. Ou bien tu restes à côté de moi tout le temps. C'est une autre option. Alors, finalement, on est sorti de Copenhague avec à peu près ça comme avenir. L'ambition du régime climatique actuel, c'est quelque chose qui ne nous fera absolument pas faire face aux 2 degrés dont Dominique Paquin parlait. Oh, j'ai réussi. La conférence de Copenhague, dans l'histoire des négociations internationales, ça reste comme l'échec, l'exemple de l'échec. Et à tel point que la nuit où le régime climatique s'est comme écroulé devant nous, les pays ont désavoué le Danemark. Normalement, on est un pays, on est l'hôte d'une conférence, et on poursuit les négociations jusqu'au prochain pays. Donc là, c'est les Péruviens qui vont amener le monde jusqu'à Paris. Hein? Mais à Copenhague, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont dit, comprenez-vous, les Danois, on ne veut plus vous voir jamais. Ce n'est jamais arrivé. Les gens ont demandé au Mexique, qui était le pays qui allait recevoir la conférence après, de prendre le leadership. Okay? Alors, la conférence de Cancun, c'était la conférence qui a suivi Copenhague, parce que c'est comme un roman, un téléroman, tout ça. Hein? Chaque année, on se retrouve, ça avance pas très vite, vous manquez 3 ans, mais vous comprenez parfaitement où on en est après. C'est avantageux. Alors, à Cancun, finalement, ça a été la conférence thérapie de groupe collectif. On se demandait si ça servait à quelque chose, les Nations Unies. Puis, on s'est finalement dit, ben oui, quand même, les Nations Unies, ça sert encore à quelque chose. On va continuer. Mais il y a eu une décision importante. Regardez, là, elle est en rouge. On s'est dit, en 2015, on va s'entendre. On était en 2010. Mais tout ça avait commencé en 2005. Il ne faut pas être pressé. Il y a une autre chose importante qui s'est matérialisée à Cancun, c'est la création du Fonds vert pour le climat.
Ça, c'est un fonds qui devrait recevoir l'argent des pays développés pour aider les pays en voie de développement à avancer. Moi, dans la nuit de Copenhague, quand les pays développés voulaient voir les pays en développement signer l'accord de Copenhague, j'ai vu le très important politicien d'Angleterre implorer « We will give you money, sign ». Mais même maintenant, ce fonds vert-là est très anémique. Il n'a reçu que 10% de la quantité d'argent qu'on avait dit à Copenhague en 2009 qu'il recevrait. Il y a quand même, ça avance quand même un peu. Non, je pense que plus tard, je vais être capable de regarder. J'apprends, même à mon âge. Donc, chaque année, on se déplace. Après Cancun, on est allé à Durban. Et à Durban, l'entente, ça a été de dire, ben, on va créer un groupe de travail qui va travailler depuis 2011 jusqu'à 2015, puis il va mettre sur pied un nouveau protocole. Le protocole qui s'appellerait de Paris. Hein? Donc, à Durban, on s'est dit, on se donne rendez-vous à Paris dans 4 ans. Et c'est ce groupe-là, le groupe de travail de Durban, quand on suit là, les négociations climatiques, c'est eux qu'il faut suivre. C'est eux qui vont nous dire où est-ce qu'on en est. Qu'est-ce qui se passe dans l'évolution des négociations? Le Canada était allé à Durban et a eu une extraordinaire attitude tout de suite après la conférence de Durban, 2 jours après. Le ministre Ken a annoncé qu'on sortait du protocole de Kyoto. Ce qui a été assez mal perçu au niveau international, cette caricature-là vient d'une revue en Allemagne. Oh, ça commence. Oui, c'est ça. Ils veulent vraiment que je me branche. En fait, il faudrait que je massage l'ordinateur sans arrêt. De Durban, on est passé à Doha. Et à Doha, il y a quand même eu enfin quelque chose qui, moi, je trouve est encourageant. Le protocole de Kyoto a été ressuscité et nous, on ne le sait pas parce qu'on n'en fait plus partie, mais on lui a donné une deuxième vie. Alors, le protocole de Kyoto est maintenant en vigueur jusqu'en 2020. Le protocole de Kyoto, évidemment, s'est trouvé très affaibli parce qu'à toute fin pratique, les seuls pays qui en sont membres actuellement, c'est les pays de l'Union européenne, dans les pays développés. Mais eux, ils ont mis sur la table 20% de réduction à partir de 1990 pour 2020. Donc, ils sont cohérents. Vous rappelez-vous, ils avaient moins 8%, puis ils font plus. Ils sont rendus à moins 20% sans avoir joué avec leur date. Alors ça, c'est quand même heureux. On devrait être reconnaissant à l'Europe parce que l'Europe avance pour vrai dans une négociation importante. Entre Doha et Lima, il s'est passé des choses qui me donnaient beaucoup d'espoir. Je ne veux pas parler au passé, j'aurais dû dire qu'il donne beaucoup d'espoir, mais ça donne encore de l'espoir. L'entente Chine-USA, si vous l'avez suivi, c'est phénoménal. Ça devrait être phénoménal pour le climat. Hein? C'est la première fois où les deux plus grands pays émetteurs de gaz à effet de serre s'entendent. Et les États-Unis, en faisant ça, ont doublé l'ambition de leur cible de réduction. Les États-Unis, ils jouent avec les chiffres. Ils expriment leurs émissions en fonction de 2005, pas en fonction de 1990, parce que leurs émissions ont monté de 1990 à 2005 puis ont commencé à descendre en 2005. Mais même en jouant avec les chiffres, ils ont doublé l'ambition de leur cible et la Chine a mis une date finale sur jusqu'à quand ils continueraient d'augmenter leurs émissions. Donc ça, c'était d'extrêmement bonnes nouvelles, c'est d'extrêmement bonnes nouvelles pour la planète. L'autre bonne nouvelle, c'est que le Fonds vert du climat, vous vous rappelez qu'il a été créé à Cancun, qui restait anémique sans rien, le 20 novembre de cette année, a réussi à obtenir 10 milliards de dollars. Je note cependant qu'à Copenhague, là, quand les pays nous disaient signer, 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 c'était 100 milliards de dollars qui avaient été promis. Mais il faut commencer quelque part, ça va peut-être faire des intérêts. Et ça fait plaisir de dire que le Canada
cette fois-ci, a absolument rempli ses obligations. Le Canada a mis 300 millions de dollars dans le Fonds vert. Nous pouvons tous en être contents. C'est bien, c'est à la hauteur de ce qu'on s'attendait d'un pays comme le Canada. Et je pense que c'est tout aussi important de souligner les bons coups que les mauvais coups. Puis quand il n'y a pas souvent des bons coups, on peut se permettre de les souligner d'autant plus, je crois. Alors, où est-ce qu'on en est? Puis c'est un petit peu la suite, ou c'est une autre façon de regarder les scénarios là, que Dominique vous montait. Il y a deux choses maintenant qu'il faut vraiment qu'on se rende compte, là, qui sont les vrais enjeux pour les citoyens de la planète. Un, c'est de combien on va réduire, puis là, vous les connaissez, ces scénarios-là, c'est les mêmes que Dominique vous expliquait tout à l'heure. Alors, de combien est-ce qu'on va réduire nos émissions, mais surtout, à quel moment le pic, hein, les émissions les plus fortes, quand est-ce qu'il va arriver? Donc, il y a vraiment une urgence d'agir. Le plus on perd notre temps, le plus on attend, le pire ça va être. Okay? Et c'est pour ça que de Montréal à Paris, disant, bien, si on rate notre coup à Paris, c'est vrai que les Nations Unies vont continuer leur téléroman, mais si ça continue encore pendant 10 ans, tout ça, là, ça fait que ça va être de plus en plus compliqué de réagir. Alors, les sortes d'enjeux qu'il y avait à Lima, ça, c'est des textes qui étaient dans le premier document, le document qui est rentré à Lima. C'était essayer de commencer à préparer un texte de négociation avant d'arriver à Paris. Et par exemple, ici, vous voyez, c'est un vrai texte de négociation, vous avez deux choix. Est-ce que l'objectif, ça va être de faire des réductions significatives? Ou est-ce que l'objectif, ça va être de diminuer de 40 à 70% à partir de telle année pour telle année? Hein? C'est toujours ce même jeu-là de la précision de notre effort. Alors, moi, aujourd'hui, je suis un peu moins optimiste que mon habituel, vous m'excuserez, ça m'arrive. J'ai regardé les webcasts parce que la conférence, elle est transmise, on peut la regarder à la télévision à défaut d'y être. Et hier soir, la plateforme de Durban qui est en train de négocier ces textes-là, elle n'a pas été capable de s'entendre sur un texte. Elle n'a même pas été capable de s'entendre pour dire à Paris, on va négocier ce texte-là. Fait que même c'est pas qu'elle ne s'est pas entendue sur la partie d'en haut ou la partie d'en bas. Elle ne s'est pas entendue sur quel texte elle allait prendre pour commencer ces négociations. C'est sûr qu'ils ont fait une entente et ont dit on va continuer à se parler jusqu'à Paris. Mais le texte qui était sur la table, qui a été refusé, c'était un texte de 37 pages. On peut le trouver sur l'Internet avec plein d'articles. Puis chaque article avait option A, option B, option C, option D, option E, option F. Mais même ça, c'était trop. Fait que là, en quelque part, il va falloir qu'on donne beaucoup de courage à nos pays pour qu'ils avancent un peu plus vite si on veut qu'à Paris, on puisse faire quelque chose. Qu'on va se faire un peu du bien, c'est super important, les thérapies collectives. Et moi, je veux dire que je pense qu'au Québec, on est vraiment bon. Puis moi, je suis fière d'être québécoise. Puis quand j'étais à Copenhague, puis que M. Charest a présenté ça, moi, j'étais fière de pouvoir dire, bien, je négocie pour le Panama, mais en plus, je suis québécoise. Bravo. OK? Alors, au Québec, on a une cible de moins 20% de 1990 pour 2020. On est complètement aligné sur l'Europe et on devrait être fiers de l'être. Puis comme Normand l'a démontré, en plus, on peut. On est comme le pays de l'hydroélectricité. On peut faire ça, c'est faisable. On devrait être content de ça. Le Canada, on va y revenir, c'est un autre problème, c'est une autre position et c'est certainement pas aussi encourageant. Ce qui est le mieux pour moi au Québec, et ça, c'est des données du gouvernement et je pense qu'on devrait, encore une fois, peut-être se faire du bien pour s'encourager à continuer en se parlant de nos bons coups. Ça, c'est l'évolution des émissions. Les émissions, c'est la ligne orange. Et le PIB, la plus grande ligne, là, ici en bleu, qui monte. Alors, vous voyez que dans les dernières décennies, on a réussi à séparer l'augmentation de la croissance économique de nos gaz à effet de serre au Québec. Et c'est ça que tous les pays cherchent à faire. Et nous, on est en train de le faire. Bien évidemment, Dominique est là, mais Dominique, j'utilise ça même quand tu n'es pas là. On cherche à le faire, oui, mais si on cherche à le faire, il faut être cohérent. Si on cherche à le faire, il faut qu'on investisse dans nos forces.
l'hydroélectricité. Il ne faut pas retourner en arrière tout d'un coup et se dire « Ah ben là, on pourrait peut-être devenir Alberta 2. » Ça ne marche pas, là. C'est pas cohérent. Alors, il y a certains glissements dans nos stratégies qui m'échappent encore, j'avoue. Mais moi, ce qui me rend un peu perplexe, c'est le Canada. Mais le Canada, il faut faire attention, il faut le comprendre dans sa complexité régionale. Alors ça, c'est un graphe du dernier rapport d'inventaire canadien des gaz à effet de serre. Et vous voyez ici les différentes provinces. Les provinces qui émettent le plus, c'est l'Alberta, l'Ontario et le Québec. Et ici, pour chacune des provinces, on a 3 barres qui montrent nos émissions en 1990, en 2005 et en 2012. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que la province qui a le plus réussi à réduire ses émissions, à partir de... c'est quand même l'Ontario. Et ça, c'est une transformation en Ontario de la production d'électricité, un peu ce que Normand essayait de souligner. Puis, ils ont décidé d'abandonner le charbon. Et ça, ils ont fait des gains importants au niveau de leurs émissions de gaz à effet de serre. Le Québec n'a pas ce luxe-là. C'est plus difficile au Québec parce qu'on a déjà de l'hydroélectricité. Il faut chercher à travailler ailleurs. Mais on a une tendance de réduction d'émissions. Par contre, c'est évident qu'en Alberta, on n'est pas encore capable de réduire les émissions. Quand on amalgame toutes les provinces ensemble, ça fait le Canada. Et donc, pour essayer de comprendre les jeux politiques au Canada, j'ai préparé tout ce petit graphique-là. Vous pourriez regarder une des barres à la fois. Donc, dans les négociations internationales, l'ambition de réduction, à part pour le Canada et les États-Unis, c'est calculé en 1990. Donc, à Kyoto, on avait adopté cette cible-là, que j'ai représentée par une ligne rouge pour vous montrer où est-ce qu'on en est. Nous, comme on avait beaucoup augmenté nos émissions en 2005, on a décidé de changer de cible de réduction et on a maintenant adopté une cible de réduction qui est moins 17% de 2005. Mais ça, c'est plus que notre cible originale de Kyoto. Et on n'est pas en train de rencontrer cette cible-là. On continue, nos émissions comme pays continuent à augmenter. Bon, mais c'est plus tard. C'est pratique, hein? Il était un très bon assistant d'enseignement. Alors moi, je vais vous changer un peu. Là. Vous pensez que j'allais vous parler du Canada, mais non, je vais vous amener au Brésil. Je fais une petite pause, parce que moi, je suis une écologiste tropicale. Alors, en 2009, là, à Copenhague, le président du Brésil à l'époque, c'était Lula, un homme fantastique. Ça a été le seul chef d'État qui avait le sens d'un pays. Puis, devant les délégués à Copenhague, Lula, il a dit, ben moi, je m'engage à ce que le Brésil réduise le déboisement dans l'Amazonie de 80% en 2020. Okay? C'est mon engagement solennel, puisque le déboisement, c'est notre plus grande source de gaz à effet de serre. Ben maintenant, regardez là, un article dans The Economist, pas de anarchiste green, je sais pas quoi, là, The Economist. The Economist, qui nous montre que déjà, le Brésil a rencontré son objectif. Au Brésil, le déboisement est déjà réduit de 82%. Hein? Puis, le déboisement au Brésil, là, c'est le sable bitumineux du Brésil. C'est leur source de revenus, c'est leur frontière agricole, c'est leur plus grande ressource. Fait que là, moi, j'ai été voir mes collègues brésiliens, j'ai dit, super, mais comment avez-vous fait ça? Et moi, ce qu'on m'a dit, c'est on s'est tous mis à travailler ensemble. Les chercheurs, les ONG environnementales, le secteur gouvernemental, puis le monde des affaires. Puis là, on a essayé de comprendre comment on va le régler, ce problème-là, parce que c'est un problème pas juste de planète, mais de pays. J'ai trouvé que c'était très inspirant et j'ai décidé de passer à l'assaut. Et je pilote maintenant une initiative pan-canadienne presque confidentielle. C'est comme juste la 3e fois que j'en parle en public. Vous êtes presque une primaire. Mais je suis sûre qu'une autre fois, vous allez être vraiment une primaire. Alors, j'ai décidé que ce que je pouvais faire dans mon petit monde, c'était mobiliser les chercheurs universitaires. Mais vous en faites pas, il y a tellement de travail que ça va venir. La diapo, c'est pour vous, la dernière. Alors, moi, j'ai décidé que ce que je faisais, c'était mobiliser des chercheurs universitaires. C'est pas à date. Il me manque plusieurs chercheurs là-dessus. On est maintenant plus que 60 d'un océan à l'autre, Saint-Jean-de-Terre-Neuve jusqu'à l'île de Victoria.
Et c'est des chercheurs dans tout plein de domaines. J'ai des philosophes, j'ai des ingénieurs en énergie, j'ai des économistes, des gens en élevage, des gens en transport, des architectes. Nommez-les, je pense qu'on a tout. On n'a pas encore des gens en anglais ou en français, ça aurait été pratique. Alors, nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire comme groupe? Ben, on va écrire, nous, le plan d'action canadien de changement climatique. Le gouvernement ne le fait pas, personne ne le fait, ben, on va le faire. On n'est pas jamais aussi bien servi que par soi-même. Et donc, on a mis en place toute une espèce de processus de rédaction collectif, participatif. Laissez-moi vous dire que c'est beaucoup de travail d'écrire ça ensemble avec 70 chercheurs, qu'on est tous bien habitués que notre opinion est la meilleure. Dans la salle aujourd'hui, on était 3 de cette initiative-là. Alors, comme vous pouvez vous imaginer, ça suscite beaucoup de débats entre nous-mêmes. Et on a quand même quelques succès. D'abord, le premier jet de cette stratégie pan-canadienne de lutte au changement climatique va être fini lundi prochain, c'est-à-dire demain, n'est-ce pas, Normand? Mais ils sont tous très bons, ils travaillent très fort. On a fait toutes sortes d'analyses, comme nous, on aime faire les chercheurs pour avoir toutes sortes d'inputs là-dedans, puis pouvoir justifier qu'on était vraiment sérieux et bon. Et on a réussi à se trouver 2 appuis extraordinaires. Notre plan d'action climatique va sortir avec 2 étampes très importantes. Au Québec, l'ACFAS va le publier. Et dans le Canada, bien au Québec aussi, là, ça va être la Société royale du Canada, qui est l'ensemble des académies des sciences humaines du Canada. Alors, c'est très important pour nous. Et pour ce faire, ce document-là qui va être fini la semaine prochaine, ou cette semaine, là, moi c'est mon travail de la semaine, c'est un document qui va être évalué, comme le fait le GIEC, IPCC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. Il y a des scientifiques qui écrivent, là il y a d'autres scientifiques qui revérifient. Alors nous, la première version avec les scientifiques qui écrivent est finie cette semaine. Et là, on le lance dans le Canada et le document va être évalué par des chercheurs pour que les chercheurs nous disent si on était dans les patates ou pas, mais on a fait attention quand même, on a beaucoup consulté. Alors ce document-là, qui va être un premier jet d'un plan d'action climatique pour le Canada, il va être lancé à Montréal le 18 mars. Notre partenaire, c'est Americana, qui est le Salon des technologies environnementales organisé par le Réseau Environnement. Et on sait déjà qu'il va contenir 6 sections. La transition vers une économie basse en... Attends, je peux être capable. On va voir si j'ai-tu appris. Oui! Alors, merci, je suis autonome. La transition vers une économie basse en carbone. Vous pouvez lire, entre parenthèses, mettre un prix sur le carbone. La transformation énergétique, le secteur ville et transport, le secteur de la gouvernabilité, hein, ça c'est vraiment compliqué, les villes, les provinces, le pays, les territoires autochtones, c'est pas évident. L'utilisation des terres, puis évidemment on est des chercheurs, donc éducation, recherche et information. Alors ça c'est le 18 mars, pour nous un très grand rendez-vous, on travaille très très fort pour ce grand rendez-vous-là. Et ce document-là, pour nous, ce n'est qu'un premier pas. Et c'est là où vous allez commencer, j'espère, à travailler avec nous. Alors, ce document-là, c'est notre contribution. Nous, les chercheurs universitaires, avec tous nos bons puis nos pas bons côtés, genre des fois, on n'est peut-être pas tellement dans la réalité, mais on est quand même des gens qui pensent. Hein, on est payés pour ça, penser. Alors, ce document-là, on va l'envoyer aux gens qui nous le demandent. Et puis on est en train de faire la liste de à qui on va l'envoyer. Dans le milieu des affaires vertes, dans les ONG environnementales, dans les groupes de recherche non universitaires, dans le milieu des municipalités, dans le milieu des syndicats. Puis on va dire, s'il vous plaît, donnez-nous vos idées. Regardez-le, cassez-le, bougez-le, brassez-le, améliorez-le. Et on va faire ça pendant 2 mois, jusqu'au début mai. Et là, on va tout recommencer à la case départ. En regardant, OK, ça c'est vraiment trop controversial, les gens aiment ça, ça oui, les gens pensent qu'on peut, là, on pense que même s'il y a ça, il faut le faire. Fait qu'on va analyser tout ça, et l'idée c'est qu'en septembre, toi tu lances ton spectacle, c'est ça, au TNM, ben nous on va soumettre un livre blanc, peut-être qu'on pourrait faire la première de ton spectacle. Moi je serais prête, tu m'habilleras en Moby Dick si tu veux, ou en chasseur. Donc, on va déposer un livre blanc, puis l'idée c'est 2 choses. L'idée c'est que dans la période de mobilisation là, qui va en mars puis septembre, on va en parler, on espère, parce qu'on va demander aux gens qu'est-ce que vous pensez. OK?
Puis, en septembre, on va le déposer à tous les niveaux de gouvernement, dans les grandes villes, dans les provinces, puis au Canada. Mais là, ça devrait commencer à être difficile de dire qu'on ne peut rien faire. Parce que là, on va s'être mis ensemble. Les chercheurs du Canada en entier, plus si tout le monde nous aide, tous les autres secteurs de la société pour dire, ben par là, on veut s'en aller par là. T'sais? Fait que là, ben moi, je me dis, ça, à un moment donné, il va bien falloir qu'ils écoutent, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment très ambitieux. Alors, ben voilà, on a beaucoup besoin d'aide. D'abord, il faut qu'on traduise le document. Je n'avais pas pensé à ça. Vu que c'est canadien, on l'a écrit en anglais. Mais là, il faut le circuler au Québec. Il faut qu'il soit en français. Alors, ben, peut-être que je suis entre vous, vous avez des amis, vous êtes peut-être un traducteur ou une traductrice vous-même. Nous acceptons tous les bénévoles parce qu'il faut faire ça ensemble. Ensuite, il faut faire l'édition de son. Il faut le lire en anglais, il faut le lire en français, il faut corriger la langue. Ben, Normand est un physicien, moi je suis une biologiste, on n'est pas des experts linguistiques. Mais il n'est pas le seul, on en a 62, mais on est pas mal occupés, nous, avec le contenu. Il va falloir relire tout ça, hein? Vérifier, y a-t-il des petites erreurs et tout ça. Beaucoup de travail. Il faut faire une mise en page. Moi, je sais, vous avez vu comment je suis bonne avec les ordinateurs, alors imaginez, c'est pas moi qui vais la faire. On n'a pas de photos. On voudrait des photos. Il faudrait que ça soit beau. Il faudrait qu'il y ait des choses artistiques là-dedans. Un petit peu. Pas trop parce qu'on n'a pas d'argent, mais un petit peu. Et puis là, ben, il faut essayer de parler avec le reste du Canada. Parce que je vous dis, moi, avec cette initiative-là, qu'il y a certaines provinces où c'est plus difficile que d'autres. Et on pense que l'Ontario, c'est bien important. Si vous avez des amis en Ontario, là, vous devriez nous aider à connecter avec eux. Ensuite, il nous faut une stratégie de communication. Parce que moi, encore une fois, là, moi, je suis une biologiste. Je ne connais pas les médias. Moi, je ne suis pas comme Dominique, ni comme Normand. Lui, il parle avec des sous-ministres, puis lui, avec des Lucien Bouchard. Moi, je parle avec personne. Quand je leur demande un rendez-vous, on ne me répond pas. Donc, il faut qu'on ait de l'aide. Puis là, il faudrait peut-être avoir des idées cool. T'sais. Vous pourriez peut-être faire un marathon Twitter avec vos jeunes amis. Les gens m'avaient dit un hackathon, j'ai été obligée d'aller voir sur Wikipédia, là. Mais moi, je ne connais pas ça, mais imaginez des applications extraordinaires qui montraient toutes les belles choses qu'on peut faire au Canada, puis le Canada de l'avenir, plein d'hydroélectricité. On pourrait peut-être faire des concours d'affiches, là, simples, là, qui dit « Connecter la grille électrique d'est en ouest », puis 99% énergie renouvelable en 20 000, bon, 40 c'est un peu fort, moi je trouve que 20 030, on devrait y arriver, là, on va être un peu ambitieux. Fait qu'on a besoin d'aide tant que vous pouvez, OK? Alors c'est un projet très gros, tout le monde fait ça bénévolement, là je vais être capable de vous le remettre parce que ça c'est bien important, c'est notre site Facebook, et on n'a pas réussi encore à avoir notre site internet, il arrive, je me dis qu'il arrive. Ça fait juste 3 mois que je travaille dessus. C'est pour ça qu'il ne faut pas me laisser les réseaux sociaux à moi. Mais devenez donc nos amis Facebook pour savoir ce qu'on fait, puis on a vraiment besoin d'aide parce que c'est un problème de société et c'est tout le monde ensemble qu'on va le changer. Bravo. Wow. Madame, bravo. C'est vraiment génial. Quel est le titre de ce plan d'action-là? Bon, ben hier, il était contribution à un plan d'action canadien, à un plan d'action climatique canadien, 2 points, apport des chercheurs. Ce matin, c'est vers un plan d'action canadien, apport des chercheurs. C'est pas très vendeur. À un moment donné, j'avais dit attaquons le dragon, mais là, quelqu'un m'a dit ils vont penser que c'est les conservateurs, fait que j'ai dit ça marche pas. Alors moi, je suis très ouverte, hein, je suis pas en communication, mais c'est quelque chose autour de ça. Les choses que je sais, c'est que c'est plan d'action canadien, puis il faut que ça dise que c'est les chercheurs. Puis c'est pas vraiment fini parce que c'est juste, peut-être qu'on fait plein d'erreurs, mais moi, en négociation, ce que j'ai appris, là, c'est que tu fais avancer une négociation avec un texte. Tant qu'il n'y a pas un texte, tant qu'il n'y a pas des propositions, on ne peut pas débattre d'où on avance. Fait qu'il y en a peut-être là, qui haïssent qu'est-ce que Normand a dit, là, de laisser les sables bitumineux tranquilles. C'est pas grave, si on sont. Hein? L'important, c'est qu'on commence à les poser les jalons de vers où on va s'en aller. Alors, si vous avez des idées de titres, envoyez-les sur la page Facebook. On va vous suivre, madame, sur Facebook. Merci. On a une formidable jeune fille qui sait très bien s'en occuper. Il y a une question là-bas. Le grand défi pour le plan, c'est quoi? Ben, le premier défi, là, ça va être que tous les chercheurs s'entendent entre eux. C'est comme des mini-Nations Unies, ça. Hein? Et
c'est quoi le problème? Tu as parlé de ça dans les autres réunions. Pourquoi il y a ce conflit des fois où Je pense que je pense que les gens qui sont autour de la table et qui sont en train de travailler collectivement sur le plan d'action canadien, on est une micro-représentation de notre société. Hein? Donc, chacun de nous a des choses qu'on aime beaucoup, la technologie web, la taxe du carbone de Colombie-Britannique, jaillit les pipelines. Alors, c'est un petit peu la société, puis on essaie juste entre nous de voir comment on est capable d'avancer ensemble vers une vision. Il y a des choses que je peux dire sur lesquelles on s'entend. On s'entend tous qu'il faut donner un prix au carbone à travers le Canada, pas juste au Québec, hein, puis en Colombie-Britannique. Il faut qu'il y en ait un prix partout. Il faut absolument qu'on réussisse à suivre ce que le GIEC nous dit, qui est plus ou moins décarboniser notre économie dans 20 050. Il y a des grandes lignes sur lesquelles on s'entend. Ça devient plus difficile des fois au niveau de l'architecture, de quelle mesure précise est adoptée. Hein, et on essaie de suggérer les mesures les meilleures. Oui. Non, c'est juste parce que j'essaie de comprendre le problème de base, puis après Mais ce problème-là, d'imaginer vous le verrez jamais parce que c'est moi qui reçois tous les textes de tout le monde et qui met tout ça ensemble. Alors, quand on va le lancer, ce document-là, au mois de mars, on va les avoir réglés, ces aspérités-là, et ça fait déjà 1 an et demi qu'on les discute. Alors, on est plus avancé que les pays. Alors, vous allez avoir notre version avant que les pays sortent là-bas. Oui, juste quelque chose sur votre titre. Parce que vous pouvez faire beaucoup avec les médias sociaux. Oui. Mais là, mettre ça en hashtag, ça devient quelque chose qu'on va faire regarder ça. Moi, je suis gestionnaire de projet dans la galerie, fait que on va voir tout ce qui est comme. L'autre chose, si on veut justement participer comme bénévole, est-ce qu'on peut sur la page Facebook? Je pense que le plus simple pour l'instant, c'est la page Facebook. Là, on a eu 1 million de problèmes avec notre site Internet. On m'a dit qu'il serait en ligne hier, mais il ne l'est pas encore, mais ça s'en vient. Puis à partir de ce moment-là, il y aura sur la page Internet un endroit là, pour contacter. Là. Mais pour l'instant, la page Facebook, c'est ce qui est... Et elle est bien gérée, elle est vivante, elle est active. Alors, c'est ça. Parce que bon, je regarde le côté traduction, je peux vous aider. Avec grand plaisir. OK. Oui, c'est un sujet qui me passionne. Mais c'est ça, votre site, juste songer. On a eu plein de problèmes. D'ailleurs, ici, on a reçu du Parti vert. On s'est même fait reprocher par des gens parce que notre titre dit vers un Canada vert et on est allé rencontrer des gens dans les milieux politiques à Ottawa puis on s'est fait dire qu'il fallait absolument qu'on enlève ça de notre titre. Puis là, on a dit pourquoi. Puis là, après ça, on a fait ben oui, parce qu'ils sentent la compétition, mais on va peut-être le laisser quand même parce qu'en anglais, c'est Sustainable Canada Dialogue, mais Sustainable, ça se traduit pas vraiment bien en français. Donc, Juste savoir, en réalité, vous, par ce projet-là, essayez de trouver une alternative justement au développement du Canada par rapport aux objectifs, disons, aux objectifs de Kyoto, aux objectifs, disons, d'emballement du Cuba au niveau des gaz à effet de serre. En fait, c'est ça l'objectif principal. C'est de trouver une manière de développer le Canada de façon sur des bases, sur un nouveau paradigme, en fait. Oui. Dans le rapport du GIEC, si vous l'avez lu, on dit dans le Canada, il y a un vide qui a été laissé. Hein, le Canada, le gouvernement fédéral s'est désinvesti de cet agenda-là. Là, il y a certaines provinces où ça ne se passe pas, comme au Québec, puis en Colombie-Britannique, puis actuellement en Ontario. Mais il y a un vide qui a été laissé. Et nous, on a décidé qu'on allait prendre ce taureau-là par les cornes, puis qu'on allait essayer de dire, c'est faisable. Et que vous l'aimiez ou pas, la proposition de Normand, qui n'est pas nécessairement celle qu'on va retenir, mais des propositions comme ça fait que même le gouvernement fédéral, à la limite, pourrait ne pas avoir peur au moins de commencer quelque chose s'il est réélu. Et s'il n'est pas réélu, peut-être que nos idées, on est déjà en contact avec tous les partis politiques à Ottawa, donc ils savent ce qu'on fait. Et nous espérons qu'ils nous volent un maximum d'idées pour qu'il y ait des plateformes électorales plus ambitieuses aux élections fédérales. Pensez-vous, madame, qu'il y aurait par hasard des solutions particulières à chacune des provinces, dépendamment de leurs ressources
d'énergie. Je pense que j'ai vu un reportage hier, notamment, à Radio-Canada, concernant Edmonton. Edmonton, c'est une ville qui est très ensoleillée en Alberta. Il y a beaucoup de maisons solaires. Et c'est très, très efficace. Mais Edmonton, c'est une ville très ensoleillée, c'est connu au Canada. Donc, pensez-vous qu'il y aurait justement des solutions qui seraient particulières à chacune des provinces? Ça va nécessairement être un travail qui va se faire à multiniveau. Je pense qu'il est essentiel qu'on ait un pays qui gère ça, par exemple avec des codes de construction ou des codes d'émission à travers le Canada. Mais ensuite, c'est évident que chaque province va aussi devoir avoir sa stratégie et la stratégie de chacune des provinces va devoir être très différente. Moi, si je suis québécoise, je vais dire, il faut absolument ici qu'on arrête de flirter avec le pétrole et qu'on comprenne que notre grande force, c'est l'hydroélectricité. Par contre, si j'étais en Alberta, je défendrais 3 choses. Il faut premièrement stabiliser, pas arrêter de prendre de l'expansion. Il faut nettoyer nos technologies au maximum et il faut compenser les émissions qu'on ne peut pas éliminer. OK? Donc, c'est faisable. Quand tu es un producteur de pétrole, tu sais vers quoi tu peux t'en aller. Mais ce n'est pas ma bataille au Québec. M. Couillard, il ne peut pas faire ça parce que ça serait envahir une autre juridiction. Donc, chacune des provinces va nécessairement avoir sa bataille. OK? Mais il faut qu'il y ait un chapeau autour de tout ça parce que, qu'on le veuille ou non, à l'international, à Paris, c'est pas le Québec qui parle. C'est le pays, le Canada qui parle. Et puis, dans chacune de ces provinces-là, les villes et municipalités vont avoir aussi à se structurer parce que les grandes villes, Toronto, Montréal, Vancouver, c'est une grande partie des émissions. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que ça peut... Puis, c'est pas juste nous, là. Quand moi, je dis nous, on est genre des personnes qui lisent plein de rapports, puis plein de revues, littérature. Fait que là, on dit ce qu'on lit, là. Hein? Mais l'analyse politique, c'est que les approches de Montréal fait ça, puis le Québec fait autre chose, puis Toronto autre chose, puis le Québec une affaire, puis ici une autre, ça ne marche pas. Il faut qu'on réussisse à trouver une façon qui permette à chacun de vivre et de gérer ses problèmes. Hein? Et donc, une chose importante pour nous, c'est qu'on a des gros poids albertains dans notre groupe, là. En énergie, à part ça. Et ça, c'est important. Parce que quand on va partir, puis qu'on va le rendre public, notre rapport, on ne pourra pas dire que c'est juste quelques illuminés au Québec. Non. On a aussi des personnes qui ont toute la crédibilité du monde scientifique en énergie en Alberta pour dire, ben oui, il y a des choses à faire. Et c'est dans ce sens-là qu'on est tout à fait d'accord, Normand et moi, qu'il faut arrêter de faire semblant qu'on ne peut pas rien faire. Puis on va commencer par les choses les plus faciles. Parce qu'on va sentir, bon, tu sais, un régime amaigrissant, moi je le sais, j'étais toute quand j'étais jeune, là. C'est difficile, puis au début, il faut que tu en perdes des livres, parce que sinon, là, tu ne réussiras jamais. Hein? Fait que là, il faut se mettre à régler des affaires qu'on peut régler. Il y a des choses qu'on a proposées. On avait dit, par exemple, on devrait connecter l'électricité du Québec et de l'Ontario. Moi, j'en aime beaucoup celle-là. Normand ne l'a pas mentionné. Puis là, en Ontario, il y a une industrie automobile qui bat de l'aile. Bien, eux autres, ils pourraient avancer dans l'électrification des autos, les autos électriques. Mais nous, ça nous arrangerait, là. Parce que s'il y avait des autos électriques disponibles, fait en Ontario, nous, on les achèterait. Puis nous, comme on vend l'électricité, c'est super parce qu'en Ontario et au Québec, on va en acheter plus d'automobiles électriques. Puis les émissions vont descendre dans les deux. Fait que là, il faut arrêter, juste dire on n'est pas capable, on n'est pas bon, ça n'a pas d'allure. Puis là, il faut se mettre en mode, on est capable, on peut, puis en plus, c'est l'avenir. C'est vraiment important. Vraiment, vraiment. Vous avez dit que vous êtes en contact avec tous les partis politiques au niveau fédéral. Provincial. Et provincial. Quels sont les genres de réactions que vous avez des différents partis par rapport à cette initiative-là? Nous, on a été très, très bien reçus et je pense que jusqu'à présent, l'autre excuse de mes collègues, c'était souvent beaucoup, il n'y a personne qui est intéressé à écouter ça, un professeur d'université. Moi, je n'ai pas senti ça du tout.
nous, on n'a eu aucune difficulté, mais on n'a pas réussi à rencontrer des ministres, des sous-ministres, encore moins des premiers ministres. Là. On fait dans le fonctionnaire plutôt de bas étage, là. Mais c'est quand même ces gens-là qui mènent les dossiers techniques et on a été très, très bien reçus. Et du gouvernement du Québec, actuellement, on a, à travers Réseau Environnement, qui sont les gens qui font Americana, on a des signes très positifs. Alors, le ministre Hertel a indiqué qu'il viendrait à notre lancement le 18 mars. Et l'attaché politique de M. Couillard aurait indiqué qu'il considérait notre événement comme une étape importante dans la préparation du sommet des premiers ministres provinciaux qui va avoir lieu en avril. Donc, actuellement, le politique se montre disposé à écouter ce qu'on a à dire. Il faudra voir la réaction quand on aura vraiment quelque chose à dire, parce qu'actuellement, on dit on existe, bonjour, mais c'est un peu vite, là, mais on n'a pas eu de misère jusqu'à présent. Any more questions? So I thank you again. And to all of our presenters today, we want to thank you really personally in every way that we can for sharing with us your ideas and your passion. I think in the morning we had discussions and presentations about the science of climate change, about really being sure of what we're talking about, that it is a human-driven process, and thinking about the different conditions under which we may see ourselves and under which our children will be growing up and future generations. What kind of world do we want them to live in? And then in the afternoon, with Dominique Champagne, we were really thinking about the impacts of the fossil fuel economy on local people, on the people that are the front lines of the resistance to new development, and to really the people that are most affected by climate change. And again, the industrialization of the fossil fuel economy. In the afternoon, we hope to give you ideas on the ways that we're hopefully transitioning from a fossil fuel to a renewable economy, to really thinking about the economic and technological issues and the complexity of these issues, and really how hard it will be for us to move forward. But that's why we're here. That's why we're educated. We've spent a Sunday, an entire Sunday, really involved and invested into these issues, and we hope that this is just the first of several opportunities for us to get together to strengthen our community here in Montreal, in Quebec, in Canada, and around the world. We had the CBC, we had CLTV, we had major attention to the fact that here in Canada we're mobilizing, and we have a diverse network of experts in the science and the policy, community activism, different networks of people that are represented here and throughout Montreal that can help to integrate some of the solutions and to really see this change happen. We are so encouraged that there's so much momentum growing at the local and international level, and we really think that 2014 and 2015 are going to be seen in future generations as the time when things actually happen. And we hope that this is part of the solution, and Matt will talk for just a couple of minutes on the things that we're moving forward with in this group in 2015 and how you can get involved to really, again, to continue to strengthen the community of climate activists and climate advocates in years to come. Matt? Je veux juste dire un gros merci à Victor, qui a été la personne qui a... Matt aussi, qui a été très impliqué aussi. C'est grâce vraiment à ces deux personnes-là. So, being that our organization is called Montreal Climate Action, the question is, we've heard a lot of things, and hopefully we've succeeded in achieving the first two goals, that's being to educate and mobilize, empower, pardon me. What we'd like to see now is you take the lead, and within your communities, and this is how we've envisioned it, if you'd like to do this, great. Otherwise, you can hop on board with what we have planned for the coming year. This is my call to action for you guys, is to get 5 people in around your dinner table and
share the salient points that you learned today. What we're going to do to help you do that is we're going to put the videos online. We're going to put the PowerPoint presentations on our website. We're going to have a summary in terms of notes. Thank you so much, Kathleen. To help you not teach again, but reach and make foster discussion. So that's where this multiplies by 5. We impact 40, 50 people that are really care about it, and then they impact another 5 or 6 people. That's where we want to go. The next 12 months towards Paris will involve, we'll be very involved in organizing events, and we'd like to collaborate with as many other organizations as possible to do so, including Climate March the Journée de la Terre, Jour de la Terre, in April, whose date I don't think has been decided yet, but looking up in that direction we'd love some leadership, be it a lot of leadership or just a kick in the pants, okay? And among others, we'd like to do sit-ins at Montclair and Trudeau's office. So please keep your eye on our website. If you're not on our mailing list, please sign up. I believe there's a sign-up sheet outside. Thank you so much for all coming. Have a great afternoon, and we'll see you next time. Oh, there's a donation jar on your way out. If you can, it will help us run future events and help us with costs. We're all completely volunteers. Everybody, yes. Bon travail encore. Je pense que pas demain, Il y a 2 à plus de choses. C'est bien que Tu vois, de voir que, comme ça, il y a des scientifiques là, qui sont avec nous. Moi, je ne le savais même pas. Ça, c'est déjà cette implication-là. Tu vois, il y a des gens comme nous à la base, il y a des groupes, des citoyens, on les partit, les servit de partout. à la maison, ouais, tu t'en vas prendre le transport en commun. C'est vraiment un taxi. Je vais rester 2 ans Ouais, vous pouvez même vous abonner à newsletter, puis vous allez voir au fur et à mesure qu'on a des signalements. Il est habitué, je pense. Non, mais pas parce qu'elle l'a vu. Parce que je vais m'apprendre de tes expériences pendant ce moment. Je me lance dans ça me rend. Nous, on avait dit, nous, comme on dit, on est complètement politique et complètement non participatif. C'est-à-dire qu'on veut traiter tous les partis de la même façon. Alors, ça me fait plaisir. De la même façon qu'on peut envoyer aux autres partis politiques nos idées à faire la soirée pour cette dès que c'est des choses ici, que les chercheurs se disent avant de C'est
don't know if you're involved in that sustainable project, but Oui, ça va être dans la deuxième phase, c'est ça. Il faudrait les gens dans le milieu des affaires. Normalement, le métier, c'est que tu peux avoir des compagnies dans le milieu des affaires, dans les organisations. Les syndicats, c'est ça qu'il faut. Moi, j'ai commencé comme ça parce que ce que je peux faire, c'est mobiliser mes collègues. Mais là, j'espère qu'on va avoir une mobilisation de chercheurs assez grande. Ça va attirer l'attention. Il va y avoir d'autres secteurs de la société qui vont être prêts à s'associer avec. Moi, c'est notre famille. Moi, je ne sais pas, les gens étaient très déplacés. Jusqu'à présent, on a une très bonne This guy's this style. You see the style? You see how nice the style is? Oh, I wish I was this. Right.